Vous écoutez À l'écoute de sa voix, ou Aleph pour ceux qui aiment les raccourcis. Aleph, ce sont des interviews de personnes qui ont fait leur coming out spirituel. De la star de YouTube à votre voisin de palier plus anonyme, Aleph donne la parole à ces personnes incroyables, de toutes générations, de toutes opinions, qui ont le courage de vivre leur spiritualité au grand jour. C'est tellement enrichissant de les écouter et leur partage inspirant va vous montrer qu'il est possible de sortir de son placard spirituel et de vivre plus heureux encore. En fait, le tube de lumière, c'est un outil du passeur d'âme pour créer un lien entre la terre et le ciel, et donc en fait permettre aux âmes de monter de notre plan là où elles sont pas passées en fait de notre monde aux univers de lumière qui existent. Je suis Christine de Joigny et je découvre chaque jour un peu plus ma spiritualité. Peut-être vous êtes comme moi et vous cherchez des réponses. Ça tombe bien, aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Audrey Nivet. Pour le dernier épisode de la première saison d'À l'écoute de sa voix, je vous propose une rencontre avec une passionnée et passionnante passeuse d'âme. Pour la plupart des gens qui en ont entendu parler, le passeur est la personne qui aide à faire passer les âmes des défunts vers l'autre rive. Charon, le passeur, est représenté depuis l'Antiquité comme un vieillard barbu traversant le Styx sur sa barque. Audrey, elle, a bien les deux pieds dans le XXIe siècle. Elle est jeune, pleine de vie et accompagne toutes les âmes qui ont choisi de s'élever à affronter les grandes étapes de leur vie, les bonnes comme les moins bonnes. Pas besoin d'attendre d'être mort pour faire appel à un passeur et avancer dans la vie. Elle a traversé beaucoup d'épreuves avant de faire la paix avec la mort, l'accepter comme une amie, une guide pleine de lumière et de sagesse et prendre conscience de ses dons et apprendre à les utiliser. Audrey n'a pas écrit de livre, elle n'a pas de page Facebook ni de compte Instagram. Elle pourrait être la gentille personne du 3e étage, polie et souriante, qui vous tient la porte avec plaisir. Celle que vous croisez régulièrement dans votre hall d'entrée depuis quelques années et que vous appelez votre voisine. Elle nous dévoile quelques épisodes de son histoire familiale et nous régale d'anecdotes. Elle nous parle dans le détail des étapes de son coming out et de la réaction de son père. Après avoir écouté l'histoire d'Audrey, vous ne regarderez plus jamais vos voisins de la même manière. Elle nous parle de paradis, de défunts, d'ombre et de lumière. Voici son histoire. Cet épisode est particulièrement long, donc j'ai décidé de le scinder en 2 parties. Mais ces 2 parties sont indissociables l'une de l'autre. Cela vous évitera d'avoir à écouter presque 1 heure d'interview. Vous pourrez faire une pause entre les deux et reprendre après pour ne rien rater de la richesse des informations et de toutes les anecdotes d'Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Christine. Alors Audrey, qui es-tu ? Je suis Audrey Nivet, je suis une jeune femme de 35 ans et je suis passeuse d'âme depuis pas très longtemps. En tout cas, je l'ai appris, je l'ai découvert au fur et à mesure d'une succession de choses bizarres qui sont petit à petit arrivées dans ma vie. Et en cherchant à me comprendre, pas en cherchant à comprendre les autres ni à comprendre ce qui se passait, mais vraiment en cherchant à me comprendre, en cherchant des réponses à l'intérieur de moi, j'ai peu à peu appris à mettre des mots sur ce qui m'arrivait et il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être moins d'1 an maintenant, peut-être même juste quelques mois, j'ai appris donc que tout ce qui faisait les bizarreries, le petit côté magique de ma vie et un petit peu insensé, incroyable, c'était le fait que je sois passeuse d'âme. Et voilà. Qu'est-ce que peu de personnes savent sur toi ? Alors ce que peu de personnes savent sur moi, c'est que j'ai de la magie dans les mains. Oh, c'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'en fait, je sais pas que je sais pas faire certaines choses, mais quand je me mets à les faire, j'y arrive. J'ai fait pas mal de choses en fait toute seule sans me poser trop de questions. J'ai fait par exemple, donc je suis pour ceux qui me connaissent un petit peu mieux, je suis une grande passionnée de Japon. Je me suis lancée il y a pas longtemps dans la réalisation de mon costume de scène. Sachant que donc, je ne suis absolument pas du tout couturière. J'ai pas ce qu'il faut pour le faire, le Japon est loin, et donc c'est un costume de scène pour de la danse japonaise. Je me suis dit, ok, je prends mon courage à 2 mains, du fil, une aiguille, des tissus, mon imagination, ma créativité et surtout mes mains. Et donc je suis en train de faire par exemple là, mon costume de scène. Et je me suis rendu compte donc, que ces mains étaient créatrices, elles étaient magiques. Mais elles sont aussi magiques dans ma relation avec les autres. Que ce soit des gens vivants ou des gens décédés, une espèce de feu sacré quelque part dedans, et avec ça, je sais pas, je contribue à apporter de la lumière, voilà. Quelle est ta première pensée au réveil ?
Peut-être que de parler de ma première pensée au réveil, peut-être qu'on pourrait plutôt évoquer ma dernière pensée au coucher, puisqu'en fait, je suis quelqu'un qui est assez active le soir. Je ne sais pas si c'est justement lié au fait que je sois passeuse d'âme, mais mon esprit se réveille en particulier le soir. Et j'y vois clair le soir. Donc, j'ai pris l'habitude depuis quelques temps maintenant de repenser à ma journée, de repenser à toutes ces choses merveilleuses et magiques justement qui se sont créées. Et puis là, j'ai vu il n'y a pas très longtemps justement un moment magique. J'étais en train de méditer sur le bord du Rhône et il y a un cygne majestueux qui est venu se poser devant moi. Et là, j'ai fait waouh, ça, c'est magique. Voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles j'aime beaucoup repenser le soir avant de me coucher, parce que ça me permet de me dire un petit peu tous les jours, mais oui, je vis une vie merveilleuse. La vie est magique, il n'y a pas besoin d'aller chercher des choses compliquées. C'est ma dernière pensée le soir en me couchant et mon Dieu, ce que ça fait du bien juste de s'apercevoir ce que c'est qu'une vraie journée. Qu'est-ce que la spiritualité pour toi ? En fait, pour moi, justement, la spiritualité, ce serait une espèce de grande philosophie de vie, puisque donc, il n'y a pas très très longtemps, enfin, il n'y a pas très très longtemps, si longtemps ça commence à faire, mais bon, on va dire qu'à l'échelle de ma trentaine, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a une dizaine d'années, donc, il m'est arrivé un accident de vie. Je me suis retrouvée face à ma propre mort, avec un revolver entre les deux yeux, pointé devant moi par quelqu'un qui cherchait le fond de caisse du restaurant dans lequel je travaillais. Ce jour-là, en fait, il y a, j'ai eu un grand écroulement en moi, et à partir de ce moment-là, en fait, la vie que j'avais menée jusqu'à présent, qui était découpée de ma spiritualité justement, n'a plus été possible. Je n'ai plus pu faire marche arrière. La spiritualité, justement, a été le chemin vers lequel j'ai essayé de me reconnecter et puis donc que je vis pleinement aujourd'hui, à savoir, voilà, ne plus séparer les différents aspects de nos vies. On a tendance à dire, là, il y a de la spiritualité, là, il y a du professionnel, il va y avoir la famille, là. Non, voilà, en fait, chercher la spiritualité, quelque part, c'est cette espèce de fil conducteur, moi, dans ma vie, qui réunit au milieu en un moi qui je suis, moi tout ce que j'aime, enfin voilà, finalement c'est se retourner vers mon propre univers, être spirituel, et ce propre univers c'est bien sûr aussi être relié au monde. Donc au monde, c'est le monde physique, mais c'est aussi le monde des esprits, le monde des âmes bien sûr. Alors après, il y a cette fameuse grande énigme, grande question qui est l'univers, la source. Il y a plein de gens qui l'appellent différemment, qui serait un petit peu ou les étincelles, le feu sacré en fait, cet endroit d'où on viendrait tous, qui est un petit peu au-dessus de nous et auquel j'ai pris conscience justement maintenant que j'en fais pleinement partie. Et donc la spiritualité, voilà, c'est se reconnecter à ça, mais c'est aussi du coup très profondément et intimement se reconnecter à moi. Alors donc on voit effectivement, tu parlais d'univers, que c'était ton univers, donc la spiritualité a une place prépondérante dans ta vie. Mais comment toi tu la vis au quotidien, cette spiritualité ? Et quelque part en reportant mon attention, en reportant mon attention. Je vais essayer de prendre des images et des métaphores avec des onds. J'aime pas trop les onds, mais des fois, voilà, pour que ça parle un petit peu à tout le monde, c'est pas mal de repasser par là. J'ai tendance à prendre l'image du truc qui va à 100 à l'heure, du train qui va à 100 à l'heure. Le train à 100 à l'heure, on peut être dans le train assis confortablement et puis être dans son livre, on est dans ses pensées. Mais on peut être aussi dans le train à 200 à l'heure et puis regarder dehors. Et puis faire attention en fait à ce qui se passe autour de nous. Ça peut être aussi regarder les personnes qui sont dans le wagon, regarder comment elles vivent, tout simplement comment elles interagissent en fait. C'est prendre le temps de poser son attention sur les choses, parce que c'est là à un moment donné où je parlais de magie tout à l'heure en fait. C'est ces fameuses petites choses qu'on comprend pas et qu'il n'y a pas besoin de comprendre en fait. C'est ce qui fait le charme de la vie. Cette qualité d'attention portée à la vie ici et maintenant. Ça, pour moi, la spiritualité, c'est là où quelque part, tout le monde devrait pouvoir essayer de se l'approprier dans un premier temps, puisqu'en fait, il y a ce qu'on appellerait la spiritualité et la religion, même si étymologiquement parlant, la religion, c'est ce qui nous relie les uns aux autres et c'est ce qui nous relie à un Dieu, à un univers, etc. On l'a tellement dévoyé, cette religion, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Et puis je pense que, voilà, avec les derniers événements des attentats terroristes qu'il y a toujours encore un petit peu partout, on fait beaucoup de tort à nos religions. Mais voilà, la spiritualité peut-être de base déjà, c'est revenir à cette forme de qualité d'attention qu'on pourrait avoir pour les choses de la vie. Et donc, je vais peut-être effectivement reprendre quelque chose que les gens ont en commun, en tout cas en France.
c'est une forme de culture dite catholique, on va dire, en tout cas un espèce de ciment social catholique, ou en tout cas chrétien, avec cette notion de paradis. Et en fait, le paradis, voilà, on est censé le chercher quelque part, et en tout cas, on le trouvera a priori à notre mort. Peut-être qu'on le trouvera à notre mort, j'en sais rien. Moi, j'aurais tendance à penser autrement. En fait, le paradis, on y est, on est dedans. Mm-hmm. Et l'enfer, c'est ce que nous, on va créer, on va dire, mais en tout cas, le paradis, on est dedans, on a les 2 pieds dedans. Revenir au paradis, retourner au paradis, quelque part, c'est reposer son attention, reposer sa conscience, reposer son âme sur l'instant présent, sur les petites choses de la vie, parce que le paradis, il est là, il est juste sous nos yeux, et il suffit de le voir. Voilà. Et cette spiritualité, donc justement la qualité de notre attention, du regard que l'on porte sur les choses, comment ça se traduit, toi, dans ton activité professionnelle au quotidien ? Alors, dans mon activité professionnelle au quotidien, elle se traduit, en fait, je ne l'ai pas dit en commençant l'interview, en fait, j'ai effectué il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans maintenant, une reconversion professionnelle pour devenir conceptrice lumière. Mmh. En fait, moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas tant l'intérieur que ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ça va être la mise en lumière des rues, ça va être la mise en lumière des parcs et jardins, ça va être la mise en lumière des monuments. Voilà, la conception lumière, c'est mettre en lumière un espace, créer des ambiances lumineuses. Et ce que j'aime beaucoup dans ce métier de concepteur lumière, c'est justement d'apporter de la lumière la nuit, en fait. Dans mon quotidien, en fait, ce côté spiritualité, justement, est réapparu avec donc cette rencontre avec la lumière, là pour le coup. Et donc du coup voilà, je me suis trouvée à l'aise vraiment et heureuse de pouvoir me dire je contribue à apporter la lumière aux gens dans les rues en l'occurrence, puisque donc moi je me suis plutôt spécialisée sur l'éclairage urbain, l'éclairage des parcs et jardins également, et puis sinon l'éclairage en extérieur de façades de bâtiments. Ça me parle plus d'éclairer ces espaces publics, et on oublie que justement en fait la lumière ne peut exister que parce qu'il y a aussi la part d'ombre, et donc il faut savoir l'aménager cette part d'ombre. Cette réflexion professionnelle qui est très concrète entre ce qui est de l'ombre et ce qui est de la lumière, c'est extrêmement... on pourrait faire tout un dialogue justement sur la spiritualité et des réflexions entre la part d'ombre chacun en soi et la part de lumière. Et en fait, on se retrouverait voilà, dans cette même dynamique. Alors, comment s'est déroulé ton coming out ? Alors, mon coming out de passeuse d'âme. Mon coming out, déjà, il a été coming out pour moi. Coming out déjà pour comprendre ce qui était en train de m'arriver quand je me suis trouvée à me rendre compte que j'étais pas seule et que les espèces de présence, les espèces d'énergie que je ressentais autour de moi, il y avait des moments en fait où j'entendais des choses qui ne m'appartenaient pas, où je ressentais des émotions qui ne m'appartenaient pas. Alors il m'a fallu un petit moment moi pour faire la part des choses entre ce qu'éventuellement je pouvais nourrir en moi et puis ce qui pouvait venir d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à creuser ce sujet déjà pour moi pour savoir mais qu'est-ce que c'est quoi la part des choses à faire. C'est en testant finalement, en explorant à l'intérieur de moi ce qui se passait et puis en faisant la distinction entre ce qui est à l'intérieur de moi et ce qui n'est pas à l'intérieur de moi, donc qui est à l'extérieur, que je me suis rendu compte que j'avais une connexion particulière avec les âmes. Mmh. Ça s'est fait notamment suite au décès de ma mère, qui est partie après 2 ans de lutte contre un cancer. Et en fait, je me suis rendu compte pendant un long moment qu'en fait, il y avait plein de choses qui ne venaient pas de moi, elles venaient de ma mère. Notamment, ça s'est fait en réfléchissant à mon avenir professionnel, puisque j'étais en pleine période de ma reconversion professionnelle, justement, comme quoi les choses arrivent de manière assez rigolote. J'étais en pleine reconversion professionnelle, en tout cas en pleine tentative d'essayer de savoir mais c'est quoi ma voie, justement, qu'est-ce que j'ai envie de faire plus tard. Et j'ai entendu très distinctement à un moment donné dans mon esprit quelqu'un parlait, ce n'était pas mes mots, je me suis dit mince, mais ça c'est maman qui n'arrêtait pas de nous le répéter, à savoir j'ai qu'une envie, c'est de prendre mon sac à dos et de partir à l'aventure. Et moi je me reconnaissais clairement pas dans ce propos-là en fait. Je l'entendais dans ma tête, mais je ne le reconnaissais pas comme étant de mon fait. Mmh. Ce premier coming out que je me suis fait, coming out, en fait ça a été coming out de ma mère, qui était donc reliée à moi. Donc en fait il a fallu que je l'extrais quelque part de moi pour reconnaître que ce n'était pas moi et que c'était quelque chose d'autre. Et donc là, j'ai pris la conscience que certes, il y avait mon âme, mais il y avait également l'âme de ma mère qui était à mes côtés, présente avec moi. Oui. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai pu faire le distinguo de ce qui était moi et ce qui n'était pas moi, et de prendre conscience qu'en fait, clairement, c'était plus possible maintenant de dire que j'étais seule. Puisqu'il y avait bel et bien quelqu'un qui était avec moi et ce quelqu'un, ce n'était pas moi. Et donc ça a été le premier pas du coming out. Deuxième pas du coming out, je me suis réorientée vers donc, la conception lumière. Et donc pour ça, il a fallu que je déménage. Je suis partie d'Île-de-France, je suis venue m'installer en région Rhône-Alpes. Je suis arrivée dans mon domicile.
nouvel appartement dans lequel je me sentais bien, etc. Et en nettoyant les murs, je sais pas, il y a eu des moments où je me suis dit, mais là, c'est pas possible. Je sens, je vois, il y a une pendue dans ma chambre. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Mais Audrey, qu'est-ce que t'imagines? Enfin voilà, déjà, moi, de faire mon coming out de ça, de me dire, mais t'es pas folle. Attends, il y a un moment donné, il se passe des choses bizarres autour de toi. Et puis donc, autant on peut avoir une relation particulière avec un parent, autant quand ça vient de quelque chose qui se passe qui n'a absolument rien du tout à voir avec son cercle intime, on va dire. Ça a été la deuxième étape de mon coming out, de me dire, ok, il se passe des choses, et c'est pas en lien avec mon cercle familial, c'est encore une autre présence étrangère. Ouais. Donc cette personne qui était décédée dans mon appartement et qui s'était pendue dans ma chambre, et voilà, il y a eu un moment très clairement où de sentir cette présence, je me suis dit ok, il faut que je fasse quelque chose. Donc à l'époque, je ne savais absolument pas du tout que j'étais passeuse d'âme, donc j'ai juste pris mon courage à deux mains. Je me suis dit ok, si j'essayais de me poser, alors j'ai fait une espèce de méditation. Et puis en fait, je me suis dit, on va voir ce qui se passe. Essayons, testons. Et puis donc, toutes les deux, on est rentrées en contact. Et je crois que c'était la première âme que j'ai passée, officiellement. Enfin, officiellement. C'est toujours assez rigolo parce qu'en fait, on ne sait pas quand est-ce que ça commence, puisque j'ai appris plus tard qu'on est né au NAIT, on est passeur d'âme. Donc finalement, j'en ai peut-être déjà passé d'autres avant et j'en ai absolument pas du tout eu conscience. Mais celle-là, c'est la première que j'ai fait en conscience de ok, c'est une âme de personne décédée en face de moi et je la congédie en fait. Je lui demande de partir et donc alors, on en revient un petit peu à la magie dont je parlais au départ. En fait, je l'ai passée avec mes mains. Je sais pas, j'ai invoqué une espèce de lumière et je l'ai fait passer. Il se trouvait que je sentais que ma maison, en fait, j'ai un couloir qui la traverse. Je me disais, mais ce couloir, c'est pas possible, il y a un passage fou là-dedans. En fait, j'ai jamais posé de questions, puis jamais fait intervenir quelqu'un pour savoir ce qu'il y avait en termes d'énergétique dans mon lieu d'habitation. Mais clairement, c'était un couloir de passage. Et donc, ça m'arrivait le soir, je commençais à dormir, puis je trouvais que voilà, ça circulait. Donc, j'ai vu des ombres passer à un moment donné, des ombres noires, des ombres blanches. Elles sont plus rares, les ombres blanches, mais les ombres noires, pas mal. Et puis je me suis dit, non, c'est bon, stop, je vais dormir tranquille maintenant. En voulant dormir tranquille, donc pareil, un soir, je me suis installée tranquillement et j'ai créé ma première colonne de lumière ou tube de lumière, en fait, où ça a été un petit peu un ascenseur. En fait, le tube de lumière, c'est un outil du passeur d'âme pour créer un lien entre la terre et le ciel, et donc en fait permettre aux âmes de monter de notre plan là où elles sont pas passées en fait de notre monde aux univers de lumière qui existent. Et donc, du coup, en fait, elles sont restées un peu là, sur le carreau. Et donc, en fait, quand on crée un tube de lumière, on leur ouvre quelque part la porte qui va leur permettre de s'élever, donc de changer de plan de lumière, de passer de notre plan d'existence, où, voilà, des fois, elles nous chahutent un petit peu parce que quand on est un peu sensible, on peut les ressentir. Hein. On n'a pas besoin d'être passeur d'âme il suffit voilà, d'être quelqu'un d'assez sensible à toutes les énergies pour les sentir. Et donc là, je sais que ce jour-là, j'ai créé mon premier tube de lumière et j'ai fait le ménage autour de moi. J'ai été extrêmement contente parce que ça a duré un certain temps et j'ai eu la paix dans ma maison et j'ai pu dormir tranquillement. Super. Voilà, ça a été la deuxième étape de mon coming out de passeuse d'âme pour moi. Et puis la troisième étape, ça a été de mettre enfin des mots. Donc bien sûr, j'ai accompagné d'autres âmes entre-temps. J'ai découvert en fait que les âmes sont certes humaines, mais ça peut être aussi celles d'animaux. Alors, le terme d'âme n'est pas forcément bien approprié. D'ailleurs, qu'on parle d'humains ou qu'on parle d'animaux, en fait, c'est plutôt quelque part la conscience de l'incarnation qu'ils ont eue, enfin de la plus proche en fait de notre plan de vie. J'ai eu l'occasion de passer l'âme ou l'esprit, en tout cas la dernière incarnation d'un petit chat, voilà, qui s'est retrouvé coincé dans ma maison, que j'ai délogé un jour en faisant un petit nettoyage à l'encens et je sais pas, c'est pareil, encore une fois, c'est les choses, j'apprends au fur et à mesure. En fait, je passais avec mon petit récipient plein d'encens et là, il y a un endroit à côté d'un meuble, je fais « Ah tiens, désolé petit chat, je t'ai dérangé ». Et je me suis dit « Mais Audrey, mais qu'est-ce que tu dis ? Désolé petit chat, je t'ai dérangé ». Quelques temps plus tard, en fait, j'ai un meuble en bois dans mon salon qui n'arrêtait pas de faire des bongs. Enfin, quand je dis n'arrêtez pas, en fait, il y avait des bongs, mais vraiment genre un gros bruit de bois qui craque, comme un bong. Et en fait, le petit chat s'était coincé, s'était mis dans mon meuble en bois et il n'arrivait pas à en sortir. En tout cas, voilà, il me signifiait sa présence. Ouais. Le meuble a continué à craquer jusqu'à ce qu'à un moment donné, justement, je me souvienne de ce petit chat que j'avais délogé du coin dans lequel il s'était mis.
et où j'ai ouvert mon petit meuble. Et là, je me suis dit, bon, bah, vas-y, petit chat, je vais t'aider. Donc, je savais pas encore que j'étais passeuse d'âme, mais voilà, je vais voir ce que je peux faire et je vais t'aider à monter, t'aider à t'envoyer dans la lumière. C'est un petit peu comme ça que je formulais les choses. Donc, voilà, troisième étape, bah, donc me rendre compte qu'il y avait également des animaux. Et puis, bah, quatrième étape, ça a été de mettre enfin le mot sur passeur d'âme, puisque je ne sais plus comment je suis tombée dessus, mais c'est en lisant des choses sur Internet où tout d'un coup j'ai découvert ce mot passeur d'âme. Et puis j'ai regardé un petit peu ce que les gens qui se disaient passeurs d'âme racontaient de leur expérience. Et là, en fait, tout d'un coup, c'est comme si on faisait la lecture de ce que moi j'étais en train de faire chez moi et que je ne savais absolument pas du tout ce que c'était. Donc voilà, ça a été le coming out de « Ah, je suis passeur d'âme, d'accord ?» Le coming out suivant, ça a été auprès de mon père, puisque j'avais un message, visiblement, on n'avait pas fini, on a encore pas mal de choses à se dire avec ma mère, même si elle est décédée maintenant. C'est ça qui est chouette quand on est passeur d'âme, c'est que quelque part, il y a certains liens qui restent. En fait, j'avais un message à transmettre à mon père de la part de ma mère. Et ça, je crois que ça a été le truc le plus dur du coming out à faire. Eh oui. Trouver le courage de transmettre un message qui était un super message d'amour en plus. Quand on est enfant vis-à-vis de son père, c'est pas facile. En plus, c'est dans la relation entre mon père et ma mère. Donc moi, enfant, j'ai rien à foutre là-dedans. Enfin voilà, ça les regardait tous les deux, etc. Et puis, j'avais affaire à mes propres peurs. Parce que moi, toute seule, dans ma vie quotidienne, les trucs bizarres, pour moi, c'est pas grave. En fait, j'en avais fait mon quotidien. Plus de bizarre, c'est pas grave, mais de là à le dire à quelqu'un d'autre, de le dire à son père, d'accord ? Et de transmettre en plus un message de sa mère à son père qui est décédé, mais pour quelle folle je vais passer ? Mais tu l'as fait donc en plusieurs étapes ou tu lui as tout livré d'un bloc ? Mais j'ai attendu qu'ils viennent chez moi. Puis on était tous à table, il y avait mon père et ma petite sœur. Et puis, je peux en parler de plein de trucs. Puis, il y a un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas possible, vas-y, réunis ton courage. Donc, ça me turlupinait, en fait, parce que j'avais reçu haut, fort et clair le message à lui transmettre. Et je me suis lancée. Je me dis, bon, allez, vas-y, c'est bon, tu risques plus rien. C'est pas grave, peu importe si on ne croit pas, si tu te prends un mur, si on te regarde avec des grands yeux, si on te traite de folle ou je sais pas quoi. Vas-y, lance-toi. Et donc, voilà, j'ai dit à mon père, voilà, j'ai quelque chose à te dire, je sais pas comment tu vas le prendre, je sais pas ce que tu vas penser de moi, je sais pas si tu vas le croire, si tu vas pas le croire, mais voilà, j'ai eu l'occasion d'être près de maman, elle est venue me voir, on a parlé, on a échangé, on a vécu un certain nombre de choses ensemble et j'ai aussi un message à transmettre de sa part et je lui ai transmis le message. J'ai reçu le plus beau cadeau de ma vie, à savoir le visage mais heureux de mon père qui n'attendait que ça. Il m'a dit, Audrey, je n'attendais que ça. Oh, c'est magnifique. N'est-ce pas ? Oui, tout et à on fait. a eu l'occasion d'en discuter en fait après derrière. J'ai redécouvert mon père en fait. Comme s'il était transformé en fait. Je n'ai pas la moindre idée de ce qui s'est passé à ce moment-là. Mais donc, lui, c'est sûr, ça l'a apaisé parce que forcément, comme souvent, quand il y a des messages comme ça forts des morts à passer aux vivants, c'est pas anodin. Notamment, en fait, mon père s'en voulait beaucoup quelque part. Donc là, on parle plutôt du repos des uns et des autres, donc du repos des vivants qui ont perdu un être cher et du repos des morts qui avaient un message à passer, qui n'ont pas pu dire. Là, en l'occurrence, donc mon père s'en voulait beaucoup. Je pense que c'est peut-être ça qui ruminait aussi beaucoup et qui le plombait un petit peu dans son après-vie, après le décès de ma mère. Très très peu de temps avant que ma mère décède, ses organes en fait lâchaient les uns après les autres et donc elle s'est endormie. Et en fait, le dernier moment avant qu'elle s'endorme, ça a été un réveil en soirée. Une infirmière est passée la voir et donc ma mère a demandé à parler à mon père. L'infirmière, ne voulant pas déranger mon père, a pensé bien faire en n'appelant pas mon père. Sauf qu'ils ont eu la bonne idée de le dire le lendemain à mon père, sauf que ma mère s'était endormie déjà en fait, et puis elle est partie, je sais plus, 1 ou 2 jours après. Et donc en fait, mon père n'a jamais reçu justement ce dernier message que voulait lui dire ma mère. Ouais. Et donc en fait, voilà, il s'en voulait, et je pense que ma mère avait vraiment besoin de lui dire le message, et voilà, c'est moi qui ai servi de passeur de ce message, voilà. Mais en fait, à partir du moment où j'ai pu dire à la première personne, donc extérieure à moi, qui était mon père, que voilà, j'avais un message de ma mère, et ben en fait, voilà, après les autres, quelque part, c'est pas qu'ils ont suivi, mais j'ai pu en parler à des collègues de travail, j'ai pu en parler à des amis. Je l'ai pas dit à l'ensemble des personnes autour de moi parce que voilà, c'est vraiment question de moment aussi. Hein. Mais comment ça s'est passé justement ? Comment ils l'ont reçu ? Tu parlais donc de certains amis, certains collègues. Comment ça a été reçu ? Ça a été une réaction générale ou tu as eu des réactions différentes en fonction des personnes auxquelles tu l'as dit ?
Alors, dans l'ensemble, donc, mais peut-être aussi parce que je me dis quelque part, justement, je le dis à des personnes que je sens prêtes à entendre. Pour le coup, j'ai eu des réactions qui étaient plutôt du ah bah vas-y, tu peux nous expliquer, c'est quoi, enfin de la curiosité et de l'intérêt, en fait, de l'intérêt, Ouais. justement de la reconnaissance quelque part de ah bon et ça existe et tu confirmes et donc quelque part c'est peut-être aussi des trucs que eux pouvaient avoir en intuition en se disant mais on n'est pas complètement fermé à ces histoires d'âmes, à ces histoires de fantômes, etc. Alors, je vais en profiter peut-être pour casser complètement des mythes, parce que quand même, il y a un moment donné, c'est important. La mort fait peur. Pourquoi, entre guillemets, j'ai envie de dire, parce qu'il y a tellement de films qui existent. Oui. Autour de, je vais penser par exemple à Sixième Sens que beaucoup de gens ont vu. Et de ce petit garçon qui voit les morts, Oui. avec des visions cinématographiques de la mort qui font peur, genre la personne avec son couteau dans la tête. Et voilà. Très clairement, en fait, mon regard, moi, à la mort et à ce que je voyais en face de moi, il a beaucoup évolué. C'est-à-dire que, par exemple, je parlais tout à l'heure donc, de cette grand-mère qui était pendue, dans ma chambre. Mmh. Sincèrement, mais elle me faisait flipper, mais un truc de malade, mais juste parce qu'en fait, quelque part, l'image que j'en avais était une image. En fait, les images qu'on a, les visualisations qu'on a sont toujours nourries de nous, ce qu'on possède à l'intérieur de nous, en fait. Donc, pour le coup, c'est un peu comme si on habillait ce qu'on est en train de voir de référentiels qu'on connaît. Bien sûr. Du coup, en fait, je projetais sur cette dame qui était pendue, genre la tête du cadavre blanc, avec la tenue blanche, enfin voilà, le pendu qu'on voit dans les films, enfin voilà, avec les cheveux tout droit, enfin bref. Donc forcément, c'est des images qui font peur juste parce que dans le contexte cinématographique où on les a vues, ça fait peur, c'est fait pour faire peur en fait. Alors qu'en fait, il y a d'autres choses, enfin, d'autres personnes, en tout cas défunts, qui m'ont été données de voir. Et en fait, à partir du moment où moi j'ai enlevé ce masque de peur en me disant non, c'est bon, te préoccupe pas de ce à quoi il ressemble, parce que en fait, si je veux qu'il ressemble à quelque chose, forcément, je projette dessus quelque chose qui ressemble. Arrêtons de mettre ces espèces de représentations cinématographiques dessus. Ce n'est pas ça en fait. Une personne décédée, elle ne fait pas peur en fait. Elle n'a pas d'intention négative. En fait, elle est juste bloquée quelque part. C'est bizarre à dire, mais voilà, elle est bloquée sur notre plan physique. Alors, bloquée des fois parce qu'en fait, elle a fait une promesse à quelqu'un. Donc, par exemple, dans le cas de ma mère, elle avait un message à transmettre. Donc voilà, elle est restée bloquée avant de pouvoir passer. Et souvent, en fait, ce qui les retient, ce qui les empêche de passer dans la lumière, c'est soit il y a des choses qu'eux ont mal vécues dans leur vie, donc du coup, ils n'ont pas compris, voilà, ils cherchent des clés et ils restent là, ils errent. Soit c'est des promesses qu'ils ont fait à des êtres chers. Essayez de pas promettre à vos enfants que vous serez à leur côté jusqu'à la fin des temps, parce que vous risquez bien de rester à leur côté jusqu'à la fin des temps. Ou en tout cas jusqu'à ce qu'ils décèdent. Et puis après, vous allez continuer à errer jusqu'à ce que vous tombiez sur un passeur qui vous fasse passer. Donc voilà, on a ces représentations flippante pour le coup, voilà, vraiment flippante en fait du cinéma ou de la littérature qui transforme les choses qui nous sont étrangères, qui nous sont inconnues parce qu'on les visualise pas, on les voit pas en fait avec nos sens physiques. Et donc pour le coup, on projette dessus des trucs qui font peur. Donc les gens qui me disent mais moi j'ai peur de la mort, Audrey, ça me fait peur ce que tu me racontes. Je peux comprendre que ça bouscule intérieurement. Remettre la mort à sa juste place, c'est pas forcément évident déjà. Pour certains, mais par contre, si on peut se faire la paix avec les représentations cinématographiques qu'on a, déjà, ce sera un grand pas. Merci parce que beaucoup. Ça ne ressemble absolument pas du tout à ça. Enfin, voilà, Merci pour cette précision, Audrey, parce que c'est vrai que souvent avec l'industrie, parce que c'est une industrie du cinéma, avec les grosses productions qui sont là pour faire naître certaines émotions, on repart avec tous, de façon individuelle et collective, avec des images préfabriquées. Donc merci pour cette précision. Et de rien. Merci pour cette précision. Nous allons nous arrêter là pour le moment. Cela a été une longue interview qui a duré presque 1 heure, donc j'ai décidé de la diviser en 2 parties. Je vous donne rendez-vous dans la 2e partie pour la suite et fin de notre échange. Pour retrouver toutes les informations et les coordonnées de mon invité, rendez-vous sur le site internet à l'écoute de sa voix et voix.cvoie.fr. Vous trouverez aussi toutes les ressources mentionnées dans cet épisode. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez écouté. Si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en mettant un maximum d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Podcast Addict afin de faire grimper la visibilité d'À l'écoute de sa voix. C'est de cette manière que vous pouvez aider concrètement le podcast à monter dans le classement. Votre soutien est important, je compte sur vous. Parlez-en autour de vous, abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré et même sur YouTube. Si vous souhaitez aller encore plus loin et accéder à tous les goodies que j'envoie aux membres de la communauté Alève, vous pouvez vous abonner gratuitement sur alécoutedesavoix.fr.
Vous pouvez découvrir en avant-première la personnalité du prochain invité sur le compte Instagram du podcast, à l'écoute de savoie.podcast ou sur Facebook. Vous découvrirez aussi des images des coulisses. Merci beaucoup d'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie pour la suite et fin de notre échange.